Nous sommes au cœur de l'été 1992 dans une petite ville du centre de la France. Laure, une jeune femme de 30 ans, arrive à l'hôpital paniquée. Elle est enceinte de 7 mois. Mais si jusqu'à présent sa grossesse se passait sans aucun problème, depuis quelques heures, elle est prise de violentes contractions. Les médecins pensent immédiatement à un accouchement prématuré. Il y a le bébé qui souffre à l'intérieur du ventre, donc il faut aller le sortir. Un accouchement prématuré, mais inhabituel. Car malgré les efforts des médecins, Laure et son bébé semblent frappés par un mal mystérieux et foudroyant. Le fœtus est en train de mourir. Il faut accoucher la jeune femme en urgence par césarienne. Premier enfant, avec un accouchement qui se passe dans des conditions difficiles. La mère vit cette situation très mal. D'autant que le bébé de Laure, une fois sorti, ne donne aucun signe de vie. Il est alors transporté d'urgence dans un centre de réanimation où des spécialistes vont tenter l'impossible pour le sauver. Après 12 jours de coma, le nourrisson se réveille enfin. Mais pour les médecins, il sera lourdement handicapé. Il pense qu'il aura des séquelles très importantes, qu'il pourrait peut-être même plus marcher, plus parler, peut-être même pas manger, donc qu'il va rester dans un état végétatif. Un accouchement prématuré, un nourrisson entre la vie et la mort. Les médecins sont loin de se douter que Laure et son bébé ne sont que des victimes parmi tant d'autres. Un mal terrifiant est en train de frapper toute la France. Un fléau invisible qui va tuer plus de 60 personnes sans explication. Il y a quelque chose qui cloche, quoi, et le bilan est lourd. Et on a tout de suite vu que c'était un problème important qu'il fallait prendre en charge. Alors quel est ce mal foudroyant qui va toucher le pays cet été-là? Est-ce une épidémie ou plus inquiétant, un empoisonnement? L'enquête va durer des mois avant que les autorités et les médecins ne découvrent le responsable. Un tueur imprévisible qui peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. 12 jours après l'accouchement de Laure, les médecins n'ont toujours aucune explication sur la tournure des événements. Alors pour trouver un début de réponse, ils vont d'abord tenter de reconstituer les jours précédant le drame. Laure est une jeune femme de 30 ans, épanouie, à qui tout réussissait jusqu'à présent. A priori, elle n'avait aucun risque d'enfanter prématurément. Elle n'avait aucun problème de santé jusqu'à ce moment-là, avec une grossesse qui se déroulait tout à fait normalement. En la questionnant, les médecins vont alors apprendre que les symptômes du mal qui la touche ont commencé la veille de son accouchement, à son domicile. Elle a commencé à ressentir des nausées, des contractions. Ce sont des douleurs abdominales qui correspondent aux contractions utérines, comme pour un accouchement. Ce qui fait appeler les médecins de garde. Le médecin de garde, qui vient alors la voir chez elle, lui prescrit un médicament pour diminuer ses contractions. Mais après quelques heures, ces douleurs ne disparaissent pas, au contraire, elles augmentent. La jeune femme décide alors de quitter précipitamment son domicile pour rejoindre les urgences de l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle voit les gynécos. Les gynécos réalisent des examens cliniques et paracliniques qui montrent qu'il existe une souffrance fœtale, donc ils décident de faire une césarienne. À l'aide de ces nouveaux éléments, les médecins de l'hôpital vont tenter d'identifier le mal mystérieux qui touche la jeune femme et son bébé. Pour les médecins, l'accouchement prématuré de la jeune femme pourrait s'expliquer par un choc violent reçu sur le ventre. Les chocs physiques, c'est des chocs à un accident de voiture. Sur le siège avant d'une voiture, c'est ce type de choc, ce n'est pas des choses légères, c'est un choc violent. Laure utilise souvent sa voiture. Elle aurait pu avoir un accident récemment. Mais les médecins n'observent aucune trace, aucun bleu sur le ventre de la jeune femme. Et le placenta n'a aucun hématome. La thèse de l'accident ne tient pas. En continuant leurs analyses, les médecins vont alors évoquer une deuxième hypothèse. Pour eux, l'origine du mal pourrait en fait se cacher chez la victime elle-même, depuis très longtemps. Oui, les malformations utérines peuvent donner des accouchements prématurés, oui, effectivement. Une malformation de l'utérus de la mère qui aurait pu provoquer cet accouchement en urgence. Seulement, si Laure avait déjà ce type de problème, les échographies l'auraient révélé dès les premiers mois de la grossesse.
Si vous faites une écho, vous voyez s'il y a une malformation utérine ou pas. À l'évidence même, il n'y avait aucune malformation utérine qui pourrait expliquer un accouchement prématuré. Les recherches continuent et les médecins découvrent alors un indice qui les intrigue particulièrement. Au cours de l'accouchement, ils ont constaté que la victime avait une très forte fièvre. La fièvre, c'est un mécanisme de défense contre le virus. Ça tue le virus, en fait. Pour les médecins, cette fièvre pourrait être le symptôme d'une grippe. Une maladie bien connue du monde médical pour ses effets sur les femmes enceintes. Les fièvres élevées donnent des contractions utérines. Classiquement, la grippe s'accompagne d'accouchements prématurés. Pour confirmer leur hypothèse, les médecins doivent compléter leur diagnostic. La grippe donne un tableau qui associe le fait d'avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des courbatures en fait, le nez qui coule, on a une conjonctivite parfois, on tousse. Problème, Laure ne présente aucun de ces symptômes, hormis la fièvre. L'hypothèse d'une grippe s'éloigne. L'enquête est au point mort. Pourtant, en se replongeant dans ce dossier, un autre élément trouble les médecins. Au cours de la césarienne, ils ont constaté une anomalie du liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Quand ils ont ouvert, donc ils ont extrait l'enfant, ils ont vu que le liquide était tenté. Le liquide amniotique, c'est clair. C'est comme de l'eau de roche. Quand il est tenté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour les médecins, la texture inhabituelle de ce liquide est une information capitale. C'est le signe d'une contamination. L'origine du mal se précise. C'est pas simplement un accouchement prématuré, c'est un accouchement prématuré dans un contexte infectieux qu'il faut déterminer. Une maladie infectieuse, mais qui ne serait pas la grippe. Suffisamment puissante pour provoquer un accouchement prématuré et laisser des séquelles neurologiques sur le nourrisson. Les médecins sont dans l'impasse. Mais l'analyse plus précise des pointes de fièvre de la victime vont les mettre sur la voie. Ces fortes températures, apparues sans raison, sont typiques d'un seul mal. Toute fièvre inexpliquée, ça veut dire sans contexte de toux, de nez qui coule, toute fièvre qu'on appelle nous nue, ça veut dire sans autre signe d'accompagnement, pour nous fait évoquer la listériose. La listériose. Une maladie causée par une bactérie, la listeria, découverte au début du XXe siècle. À cette époque, l'Europe est en pleine Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, un soldat italien est retrouvé dans le coma. Il est touché par un mal mystérieux. Lorsqu'on l'a ramené à l'hôpital et qu'on a essayé de trouver pourquoi, quelle maladie il avait, donc il ne pouvait pas témoigner puisqu'il en est décédé, il était dans le coma. Il a fallu faire des analyses et à partir des analyses, on a trouvé un petit bacille, c'est-à-dire une petite bactérie en forme, si on peut dire, de baguette ou de grain de riz. Les scientifiques vont alors étudier les effets de cette bactérie dans l'organisme. Et ils vont découvrir que la listeria est particulièrement redoutable. Elle possède une très grande capacité à traverser les barrières qu'on a de notre organisme pour éviter que les bactéries nous contaminent. Donc elle se développe assez vite et dans le sang, c'est un bon milieu pour son développement. Une bactérie qui s'attaque en particulier aux personnes les plus faibles, comme les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes. La femme enceinte a par définition un placenta, et ce placenta a des récepteurs qui interagissent avec la bactérie. Et donc la bactérie trouve sur ce placenta un site où se fixer. Et une fois contaminée par la listeria, les conséquences sont souvent dramatiques. Alors c'est une maladie où il y a un haut taux de mortalité, à peu près 25% des cas, et il y a aussi un haut taux d'hospitalisation, plus de 92%. La listériose est effectivement une maladie grave, puisqu'elle peut conduire au décès du patient malgré tous les soins qu'on peut lui apporter presque une fois sur 3. Et quand on parle de la grossesse, là, il n'y a pas de risque de décès pour la maman, mais il y a un risque que la grossesse se termine avec éventuellement la perte du bébé. Les analyses vont le confirmer. Laure et son bébé ont bien été victimes de cette listeria. Mais mystère, comment la jeune femme a-t-elle pu attraper cette bactérie tueuse? Une question d'autant plus urgente
qu'au même moment, cette affaire va connaître un incroyable rebondissement. À 300 km de là, en région parisienne, une autre maman enceinte est touchée à son tour, puis une deuxième. Des femmes vulnérables, puis des personnes âgées. En quelques semaines, les chiffres s'emballent, des dizaines de cas sont signalés, sans que les médecins ne trouvent d'explication. À Paris, en cet été 1992, le laboratoire de Véronique est en pleine alerte. Depuis les années 85, il y avait eu des petites bouffées épidémiques qui avaient été investiguées, mais en général, c'était 5-10 cas. Là, quand tout d'un coup, l'Institut Pasteur déclare 30 cas, on était très inquiets. Tout de suite, on a essayé de faire le maximum pour essayer de trouver l'origine de cette épidémie. Car c'est bien une épidémie qui frappe la France. Au total, plus de 90 départements sont touchés. Les services de santé publique se rendent bien compte qu'une catastrophe sanitaire est en train de se produire. C'est que chaque semaine, il y avait 10 à 15 nouveaux cas identifiés par le laboratoire de Pasteur. Donc c'était vraiment une épidémie qu'on voyait en pleine expansion, donc qui nous inquiétait beaucoup. C'est bien pour ça il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mobilisées, parce qu'on voyait qu'il se passait quelque chose, mais on n'arrivait pas à trouver la source. Une urgence, car la listériose commence à faire des morts. Une vingtaine en 3 mois. Pour Véronique et les scientifiques de l'Institut Pasteur, une course contre la montre s'engage pour trouver l'origine mystérieuse de cette épidémie. Les enquêteurs français dans cette affaire vont alors faire appel à des collègues américains, touchés eux aussi par le passé par des épidémies de même ampleur. Dans les années 82-85, il y a eu 2 épidémies très importantes au Canada et aux États-Unis qui ont pu montrer de façon très claire que la listériose pouvait se propager par les aliments. Donc, on a pu faire un lien formel entre la maladie et l'alimentation. Pour trouver l'aliment en cause, les enquêteurs réalisent donc des milliers de prélèvements dans les réfrigérateurs des malades. Et très vite, un aliment les intrigue. Lorsque l'investigation a commencé, la première piste en fait, qui a été suivie a été la piste fromage. Parce que les épidémies précédentes importantes qui avaient eu lieu à la fois en Californie et en Suisse étaient liées à une consommation de fromage. Le fromage pourrait contenir de la listeria. Seulement, après vérification, le fameux fromage a également été consommé par des personnes qui ne sont pas tombées malades. Une piste qui s'éteint pour les enquêteurs. Il faut donc repartir de zéro. Mais voilà, l'épidémie prend des proportions vertigineuses et la presse s'empare de l'affaire. 63 morts prématurées, 22 avortements accidentels, ça fait une centaine de victimes, c'est beaucoup. Il y a tous les éléments qui constituent une affaire. Une cellule de crise interministérielle est créée. Les pouvoirs politiques en appellent au préfet et quadrillent la France. Une véritable traque s'organise pour trouver l'aliment responsable. 2 mois plus tard, une découverte relance toute l'affaire. Un nouvel aliment est dans la ligne de mire des enquêteurs. Là où vraiment ça a été une bascule, c'est qu'en fin août, il y a eu commencé à avoir des prélèvements positifs à l'hystéria sur des produits de charcuterie et qu'on a pu voir que la souche en question était la même souche que les malades. Alors là, ça a été vraiment un tournant dans l'investigation. De la charcuterie. Mais quel produit? Les malades sont soumis à un nouveau questionnaire et cette fois, l'enquête va s'avérer payante. En utilisant ce questionnaire auprès d'un certain nombre de malades, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un produit qui revenait très fréquemment, qui était la langue de porc en gelée. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Ils ont enfin mis la main sur l'aliment responsable de cette épidémie. La gelée est un bon milieu de développement, de multiplication de ces bactéries, Listeria monocytogenes. Et la langue de porc en gelée est un produit de charcuterie qui permet une bonne multiplication, donc un bon développement de la bactérie. À nouveau, la listériose fait les gros titres de la presse qui épinglent la langue de porc en gelée. À ce stade, pour tout le monde, l'aliment coupable est identifié. Pourtant, dans son laboratoire, Véronique continue ses analyses, car un détail la trouble.
elle s'aperçoit que certaines victimes n'ont jamais été en contact avec cette charcuterie. En fait, d'autres aliments sont peut-être contaminés. Les enquêteurs poussent alors les portes de centaines de magasins d'alimentation dans toute la France. Et c'est là qu'ils vont y trouver la clé de l'énigme. Dans certains magasins, la transmission de la bactérie a été faite par un couteau qui avait coupé de la langue de porc en gelée et qui après avait coupé du jambon ou du pâté. Ce sont donc des couteaux de cuisine qui ont transmis la bactérie de la langue de porc en gelée aux autres aliments. Il aura donc fallu près d'1 an d'enquête pour enrayer la plus grande épidémie de listériose qu'ait connue la France. Désormais, dans cette affaire, les médecins peuvent retracer le fil des événements qui a conduit à l'accouchement prématuré de Laure et ses conséquences dramatiques sur son bébé. Quelques jours avant son accouchement, la jeune femme mange de la langue de porc en gelée. Le problème, c'est que la tranche est infectée par la listeria. La bactérie se propage alors dans son corps, avant de se fixer sur le placenta de la future maman. Ensuite, du placenta du bébé, elle a pu circuler au fœtus. Infecter donc le placenta, le fœtus, et une inflammation puis une infection de ces structures déclenche des contractions, de la fièvre et un accouchement prématuré de la maman. Une épidémie de listériose qui va faire 63 morts et presque 300 personnes contaminées. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune responsabilité n'a jamais été établie dans cette affaire. Plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de cas, etc. Des femmes enceintes touchées, des avortements, etc. Je me dis que si cette affaire survenait aujourd'hui, ce serait à nouveau un scandale. À l'époque, ça n'a pas fait vraiment scandale. On percevait encore ce type d'épidémie comme quelque chose qui était un peu de l'ordre de la fatalité. Pourtant, l'épidémie de listériose qui a touché le pays en 1992 a bouleversé la donne. Aujourd'hui, la France s'est dotée d'un des meilleurs systèmes anti-listériose au monde. Des scientifiques travaillent chaque jour sur cette bactérie. Pourtant, le risque est toujours présent. À l'heure actuelle, on ne peut pas garantir en France qu'on ne peut pas avoir une nouvelle épidémie comme celle de 1992. C'est une bactérie de l'environnement, donc elle peut réapparaître très rapidement, recontaminer un aliment par le biais soit de l'environnement où il est produit, ou alors parce qu'il y a eu une erreur dans la fabrication, et puis aller sur l'être humain. Donc il est difficile de dire qu'on a maîtrisé Listeria monocytogenes. Aujourd'hui, l'enfant de Laure a 20 ans. Il vit dans un centre adapté pour les personnes handicapées. C'est un adulte qui est lourdement handicapé au niveau moteur, avec des attentes surtout au niveau de l'équilibre, la coordination. Et c'est un grand gaillard de 20 ans pour lequel c'est vrai qu'on est désolé d'imaginer que ça aurait pu être tout à fait différent. Pour Laure, cette réalité particulièrement douloureuse l'empêche encore aujourd'hui de revenir sur son histoire. Pourtant, impossible pour elle de l'oublier. Disons qu'il y a l'enfant qui est toujours là, celui qui a 20 ans, et qui restera toujours avec eux, puisqu'il ne pourra jamais se débrouiller et être autonome tout seul. Donc je pense qu'il va s'en rappeler jusqu'à la fin de ses jours, de cette épidémie 92, et des conséquences qu'il peut y avoir sur la santé. La listériose, une maladie désormais plus rare, mais qui frappe toujours sans prévenir. Chaque année en France, une 50aine de femmes enceintes en sont victimes.